J'ai un peu d'expérience en ce qui concerne la législation de l'archéologie en Belgique et c'est un peu en Flandre. C'est un peu de ce thème-là que je comptais vous parler. Mais je me suis dit qu'avant de parler de législation, il serait peut-être bien aussi de consacrer un peu de temps à l'histoire de l'archéologie en Flandre, parce que je m'aperçois de plus en plus que les frontières séparant la partie francophone et la partie néerlandophone de la Belgique deviennent de plus en plus grandes, que le fossé devient de plus en plus grand. Et je suis assez convaincu qu'on ne connaît que très peu ce qui se passe en Flandre au niveau de l'histoire de l'archéologie, au niveau de l'évolution des institutions. Donc j'ai passé la première partie de ma conférence à essayer de vous expliquer comment j'ai commencé au XVIIe siècle, donc on va commencer très tôt, mais on va passer assez rapidement, et comment, surtout dans la deuxième moitié du XXe siècle, l'archéologie en Flandre se dessine. Et vous pourrez alors, avec les collègues de Bruxelles et les collègues de Wallonie, après, faire, je dirais presque la comparaison ou essayer de voir dans quelle mesure ces choses entrent dans la même ligne. Et puis effectivement, je vais parler de législation, je vais parler d'inventaire. Pour ce qui est de la législation, il faut peut-être dire déjà maintenant que c'est tout neuf. C'est tout neuf. Il y a une loi qui a été votée en 2013 et qui est d'application depuis le 1er janvier 2016. Et il y a même une série d'éléments du décret qui ne sont en application qu'à partir du 1er mars et du 1er avril. Donc c'est vraiment du tout chaud, du tout neuf. Et bien évidemment, on manque encore de recul pour pouvoir estimer quel est l'effet, quelle est la qualité de ces changements législatifs. Et puis, je parlerai un peu d'inventaire et de prospection. Quels sont les outils qu'on utilise en Flandre pour essayer d'augmenter notre connaissance archéologique. Et puis, il faut parler un peu de fouilles quand même et des techniques de fouilles. Bon, ce n'est pas un cours de fouilles, ce n'est pas un cours de technique de fouilles. Bien au contraire, la seule chose sur laquelle on va s'attacher sont quels sont les problèmes qui se posent plus directement dans ces fouilles d'archéologie préventive. Et puis finalement, je parlerai un peu aussi du problème du rapportage. Je crois que c'est un problème qu'on trouve dans tous les pays où l'archéologie est passée de l'archéologie scientifique, entre guillemets, vers une archéologie plus préventive. Le terme, j'aime pas l'archéologie préventive comme terme, mais je sais que ce sont les Français qui ont lancé ce terme-là. Mais il y a quand même des grands problèmes dans tous ces pays en ce qui concerne cette littérature grise qui est produite par les fouilles et qui amène quantité de publications, mais que personne ne lit, quantité de publications qui souvent ne dépassent pas le stade de la description et ne permettent pas de les utiliser pour la recherche scientifique, pour des questionnements scientifiques très spécifiques. Bon, on parlera de tout ça. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez pas, tirez sur le pianiste, intervenez, vous avez tous les droits, presque. Alors on va commencer un peu avec un aperçu historique de l'archéologie en Flandre. Et comme je disais, on va commencer au XVIe, XVIIe siècle avec les tout premiers antiquaires que nous avons, comme ils étaient, qu'on en avait en France, comme on en avait en Angleterre ou en Scandinavie. On en avait chez nous aussi. Et j'ai simplement, à titre d'illustration, je vous cite 2-3 personnages qui en Flandre sont assez importants. C'est Jacques Malebranche avec sa description des Morinis et Morinorum Rebus, dans lequel il utilise des éléments archéologiques. Il parle de découverte d'objets archéologiques, il parle de découverte d'une statuette, il parle de choses de ce genre-là. Bon, ça ne dépasse pas l'anecdotique, mais c'est tout à fait typique pour cette époque. De la même façon, Sanderus, le fameux Sanderus qui a écrit le Flandria Illustrata, qui est quand même un très très joli bouquin avec de très belles images et de très belles descriptions. Là aussi, par exemple, le site de Wervik en Flandre est décrit en détail et il parle sur plusieurs paragraphes
des découvertes gallo-romaines, des monnaies, des statuettes et des choses de ce genre-là qui ont été trouvées dans cette région. Donc on a là déjà des personnages au XVIIe, XVIIIe siècle qui sont intéressés par les découvertes archéologiques, mais au niveau de ce que les antiquaires en général faisaient, comme ça se faisait en Angleterre ou en France, c'est-à-dire du très descriptif et pas très approfondi. Mais enfin, c'est une première analyse. On dépasse un peu ce niveau à la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle, avec la fameuse collection du chanoine de Bast. Martin de Bast était un chanoine gantois qui a acquis une très très grande collection, qu'il a d'ailleurs offerte à l'université de Gand. Nous lui en sommes éternellement reconnaissants, bien évidemment, mais qui a aussi écrit ce fameux recueil d'antiquités romaines et gauloises trouvé dans les Flandres en 1804, et dans laquelle, là, il commence à dessiner des objets, il commence à décrire des objets, il commence à apporter quand même beaucoup plus de renseignements, qualitativement, beaucoup plus de renseignements. Vous avez ici une des illustrations d'une hache en bronze, comme vous le voyez, et puis sur la droite, là, une description, disons, de découvertes, soit des découvertes qu'il a acquises, qui sont entrées dans sa collection, soit des découvertes dont il a entendu parler, qu'il a documentées au mieux. La petite histoire veut aussi que le choix de Gand comme université en 1817, vous savez, en 1817, le roi des Pays-Bas a voulu créer 2 universités. Donc il y avait une université à Liège. Je ne sais pas comment la discussion s'est déroulée de ce côté-là, mais pour la Flandre, il y avait une discussion entre Anvers, Gand et Bruges. Et finalement, Gand a gagné. Et on est convaincu qu'une des raisons pour lesquelles nous avons gagné, c'est le chanoine de Bast, qui avait de très bons contacts avec la cour de Guillaume Ier, d'une part, et qui, d'autre part, avait dit que si l'université venait à Gand, il offrait sa collection à l'université, ce qu'il a fait. Et donc nous lui en sommes éternellement reconnaissants. Ça, c'est de la petite histoire, ce n'est pas fondamental. Alors au XIXe siècle, ce qu'on voit, et ça vaut pour toute la Belgique, mais je prendrai des exemples de nos régions, au XIXe siècle, ce qu'on voit apparaître, ce sont ces sociétés d'histoire et d'archéologie qu'on connaît encore toujours maintenant, des musées, en tout cas les musées royaux d'art et d'histoire, qui ne s'appelaient pas encore comme ça à l'époque. On s'attardera rapidement sur l'enseignement académique. Et puis, il y a la fameuse académie et puis les commissions des monuments et sites qui marquent quand même le XIXe siècle et la recherche archéologique au XIXe siècle, pas uniquement en Flandre d'ailleurs. Alors, ce qui concerne les sociétés d'histoire et d'archéologie, comme pour la Wallonie, on trouve une série de sociétés qui sont créées surtout dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Je cite ici à titre d'exemple, en 1861, le Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, avec un personnage comme Jean-Hubert van Raam, donc un docteur qui a publié beaucoup de choses sur des découvertes qui ont été faites dans cette région du pays de Waas, donc la région de Saint-Nicolas, à l'ouest d'Anvers. En 1903, une autre société importante a été créée, c'est la société Taxandria. Les deux existent encore d'ailleurs, hein. Ces 2 sociétés sont encore toujours actives. Taxandria, où on retrouve Louis Stroobant, qui était un directeur de prison. Amateurs d'archéologie, tout ça, ce ne sont pas des professionnels, ce sont tous des amateurs illustrés, éclairés et riches. Un docteur, directeur de prison. Donc Louis Stroobant était directeur de prison, mais il était donc aussi intéressé par l'archéologie et il avait entre autres pu travailler sur les champs d'urnes qui étaient découverts vers cette époque, 1860, 1870, 1880, découverts lors des travaux dans les carrières de sable. Et puis, il faut quand même citer, c'est peut-être pas tout à fait la Flandre, mais un peu la Flandre quand même, en 1887, la création de la Société royale d'archéologie de Bruxelles, avec le baron de Loé qui joue un rôle important dans toute l'archéologie belge, bien évidemment. On le verra réapparaître très rapidement. Voilà, le docteur Van Raam, donc ils étaient 2 frères d'ailleurs, hein. Il avait un frère qui était intéressé par l'archéologie également. Le docteur Van Raam, donc, est une des publications qu'il a publiées, un des travaux qu'il a publiés, avec des découvertes qui viennent je pense, dans ce cas-ci, de Thames. Ce sont des petits villages gallo-romains qui ont été trouvés sur la cuesta du pays de Waas. Et il décrit tout en détail, vous le voyez, avec beaucoup de qualité dans son illustration. Donc c'est une documentation qui peut très bien être utilisée
encore aujourd'hui. Pour Van Stroobant, je n'ai pas d'exemple vraiment caractéristique, mais vous avez la photo de Van Stroobant en bas, et en haut, une des toutes premières réunions, enfin pas des toutes premières, mais une réunion au début du XXe siècle de cette fameuse société Taxandria. Ça vous illustre un peu le genre de personnes qui participaient à ce genre d'activité. Ce sont des gens pas très jeunes à première vue, visiblement d'une classe un peu supérieure. Ce sont des gens qui soit sont des prêtres, des notaires, des enseignants, des docteurs et des gens qui ont donc eu la possibilité d'étudier, bien évidemment. Et voilà une des photos du baron d'Holloway et les annales d'archéologie de Bruxelles, de la Société d'archéologie de Bruxelles, qui sont encore toujours un document fort important si l'on veut étudier l'archéologie flamande et les découvertes d'archéologie flamande au XIXe siècle. Quand on en arrive au musée royaux d'art et d'histoire, il faut surtout insister sur les travaux, encore une fois, du baron d'Holloway, et ça date du XXe siècle, non plus du XIXe, mais ça trouve ses origines au XIXe siècle. Le Belgique ancienne, ce fameux catalogue descriptif et raisonné que le baron d'Holloway a publié, et qui est encore la première synthèse archéologique sur l'archéologie, la première synthèse scientifique sur l'archéologie en Belgique. Il y a là quantité de sites flamands qui ont été répertoriés et décrits en détail. Il faut savoir que le cinquantenaire a récupéré toute une série de collections préhistoriques, proto-historiques et gallo-romaines qui ont été drainées vers le musée et qui maintenant se trouvent dans des sous-caves et sous-caves, sous eau, et que sais-je encore. Enfin, vous avez lu les journaux récemment, donc on sait quel est l'état des réserves archéologiques au cinquantenaire. Mais en tout cas, pour le 19 et pour le 20e siècle, le cinquantenaire joue un rôle fondamental dans la découverte, dans la recherche scientifique. Alors au niveau des académies, c'est un peu différent. L'Académie a joué un rôle important, et surtout donc l'Académie qu'on appelle maintenant l'Académie thérésienne, qui est l'Académie impériale et royale des sciences et des belles lettres de Bruxelles, qui a été créée en 1872 par l'impératrice Marie-Thérèse et qui va changer de nom, bien évidemment, pendant la Révolution et après la Révolution, et qui va s'appeler Académie royale de Belgique pendant toute son histoire, qui s'appelle encore toujours Académie royale de Belgique, mais qui s'est en fait dédoublée en 1938, où il y a une académie flamande, une Koninklijke Vlaamse Académie, van België voor Wetenschappen en Kunsten qui a été créée. Ça partait un peu d'une idée qu'il y avait trop de francophones dans l'académie, qu'il n'y avait pas suffisamment de possibilités ou d'accès à l'université, à l'académie pour des néerlandophones. Et donc à un moment, en 1938, on a créé cette deuxième académie. Les deux travaillent dans le même bâtiment et travaillent encore relativement bien ensemble malgré cette séparation de 1938. L'importance de l'académie, c'est que par exemple, chaque année ou très régulièrement, des prix étaient accordés à certaines publications, à certains sujets, et qu'on retrouve les grandes publications sur les chaussées romaines, sur la frontière linguistique et des choses de ce genre-là, qui ont été, comment je dirais, primées par l'Académie et publiées dans les ouvrages de l'Académie. Donc l'Académie joue vraiment un rôle fondamental au niveau de la recherche scientifique pendant tout ce 19e siècle. Ça diminue beaucoup après le 19e siècle, mais au 19e siècle, c'est un rôle qu'on ne peut pas sous-estimer. Et quand je dis 19e siècle, je vais jusqu'à 14-18, bien évidemment, parce que je pense que la grande fracture, c'est surtout avant-guerre et après-guerre. Et c'est pour ça que j'ai, pour le 20e siècle, parlé aussi de l'interbellum, la période entre la Première et la Seconde Guerre mondiale, où on voit apparaître une série de nouveaux éléments. J'ai oublié d'ailleurs de vous dire quelque chose à propos de l'enseignement. L'enseignement académique en Flandre n'existe pas au XIXe siècle. Il n'y a quasiment pas d'enseignement archéologique dans les universités flamandes. Il y a un peu d'histoire de l'art et de l'histoire classique, dans le meilleur des cas, mais il n'y a pas un enseignement spécifique, comme il y en a en Wallonie par contre, où on a un enseignement tout à fait spécifique à Liège, par exemple, toute la recherche préhistorique, les grottes, les néandertaliens et que sais-je encore. C'est un travail tout à fait... Le Danubien, le néolithique ancien, ce sont des découvertes typiquement
wallonne qu'on retrouve typiquement dans cette partie francophone de la Belgique. En Flandre, aussi bien l'université de Louvain que l'université de Gand n'ont pas été très actives dans ce sens-là. Ce n'est qu'à partir du XXe et de l'interbellum que ça va changer un peu et on va voir apparaître des sections d'archéologie au fur et à mesure que le temps progresse. Donc d'une part, il faut insister sur la création de toute une série de musées qui sont encore toujours actifs actuellement et qui ont un rôle important à jouer. C'est le musée d'Anvers, le Vleeshuis Museum d'Anvers, c'est la Biloc à Gand, c'est le musée archéologique de l'université de Gand qui en fait date du 19e siècle mais qui a pris une ampleur dans le courant du XXe siècle. Ce qui apparaît beaucoup en Flandre quand on regarde un peu cette histoire de l'archéologie, c'est qu'il y a l'intérêt pour l'archéologie nationale, pour cette partie belge d'Europe occidentale de l'archéologie est assez limité dans les musées, dans les universités. C'est surtout le gallo-romain qui domine. Il y a un intérêt pour le gallo-romain qui se rapproche bien évidemment de l'enseignement d'histoire classique, qui se rapproche bien évidemment de l'enseignement d'histoire de l'art. Et donc, on rentre plus dans ces secteurs-là que dans le secteur de l'archéologie préhistorique, par exemple, ou de l'archéologie dans son ensemble. Alors là, c'est simplement à titre d'illustration, mais pour le cas où vous auriez envie d'aller voir le Vleeshuis Museum, voilà la façade du Vleeshuis Museum, mais il est fermé pour le moment, donc n'y allez pas. Par contre, le musée de la Biloc à Gand vaut la peine d'aller le voir. C'est un très beau musée, un très riche musée, nouveau. Il a été recréé, entre guillemets, il y a 2-3 ans, il y a 4 ans peut-être. Une très belle collection où toute l'histoire de Gand est magnifiquement présentée d'ailleurs, avec en début d'histoire de Gand, bien évidemment, des collections archéologiques, entre autres une série des collections de l'université de Gand. Et puis en dessous à droite, c'est notre musée d'archéologie qui est en pleine rénovation. L'université est en train de préparer un musée 2017, c'est le bicentenaire de l'université de Gand. Et donc nous allons fêter ça en grande pompe, entre guillemets. Et une des choses qui vont se réaliser, c'est qu'on va créer un musée universitaire, c'est-à-dire les différents musées des différents départements vont être regroupés dans dans un seul endroit et dans une seule collection. Donc ce que vous voyez là en arrière-fond sur la photo, c'est une collection, ou du moins c'est une présentation qui va disparaître. Pour le musée de la Biloc et pour le musée de l'université de Gand, elle a joué un rôle fondamental dans la recherche parce qu'ils ont commencé à acquérir, en même temps que le cinquantenaire d'ailleurs, à acquérir des collections que des amateurs avaient rassemblées. Des collections, par exemple, d'objets de l'âge du bronze qui avaient été trouvés lors des dragages de l'Escaut, ou des objets comme ici le dépôt de Gand-Port-Arthur, qui est un des dépôts les plus connus de nos régions, qui a été découvert pendant la Première Guerre mondiale, entre 1914 et 1918. Sur votre gauche, vous voyez Joseph Martens de Noordhout. En fait, il s'appelait Joseph Martens, mais il s'est rajouté un petit truc, un petit nom en charnière, parce que ça faisait bien. Et vous le voyez là dans son habit de Rederijker. Je ne sais pas comment on traduit ça en français, mais c'est une vieille fonction. Ce sont des sociétés de rhétorique. Et voilà. Avec un uniforme tout à fait adéquat, comme vous le voyez. Alors, dans les universités, dans cette période entre les deux guerres, on voit apparaître encore une fois cet intérêt pour le gallo-romain plus que pour les autres périodes, mais l'archéologie commence à faire partie du programme Histoire de l'art et de l'archéologie. C'est ainsi que dans les années 30, on va créer l'Institut d'histoire de l'art et d'archéologie. Et au niveau de l'histoire, on avait quand même à l'université de Gand aussi le fameux chercheur Franz Cumont, spécialiste du culte de Mithras et d'autres cultes orientaux, historien, grand historien, mais aussi archéologue, par le biais de l'histoire.
Ce que vous voyez là, c'est le Rijksuniversiteit, c'est le symbole qui se trouve encore toujours sur le bâtiment de l'Institut, Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde. Ça se trouve encore toujours sur ce bâtiment. La seule chose qui a changé, c'est que nous ne sommes plus une Rijksuniversiteit, mais nous sommes tout court une université. Avec la fédéralisation, la régionalisation de l'enseignement dans les années 90, nous avons perdu la partie Rijks de notre titre. Dans cette perspective, il faut quand même citer deux personnages, je pense, importants. Et c'est encore une fois, on est dans le secteur de l'archéologie gallo-romaine. C'est Hubert van de Weert d'une part et Robert de Meyer de d'autre part, qui tous deux ont publié des ouvrages de synthèse sur l'archéologie en Belgique. C'est des gens qui travaillaient à Gand. Van de Weert était chef du département d'histoire et d'archéologie avant la guerre et pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et Robert de Meyer était assistant dans ce département. Et il a publié donc en 1937 son fameux ouvrage sur les Romeinse villas in België, avec cette fameuse carte qu'on retrouve encore de temps en temps dans certaines publications et qu'on utilise encore parfois comme illustration de la frontière linguistique. Zone à villa en dessous, zone sans villa au-dessus, zone romanisée en dessous et zone germanisée au-dessus de cette ligne. Plus personne n'y croit, mais je vois que de temps en temps, on voit encore ces cartes apparaître dans une série de publications. Hubert van de Weert avait écrit également donc, ce Inleiding tot de Gallo-Romeinse archéologie der Nederlanden, qui est encore un ouvrage intéressant, bien évidemment dépassé, ça date de 1944, mais c'est encore toujours un ouvrage intéressant qui montre bien la vision scientifique que van de Weert avait sur l'étude de l'époque gallo-romaine. Et puis nous arrivons à cette deuxième moitié du XXe siècle, c'est-à-dire la période où, après la guerre, on a commencé à créer quantité d'institutions et de structures nouvelles au niveau des musées, au niveau des universités, au niveau du monde associatif. On voit des changements qui commencent à apparaître également. Et puis, bien évidemment, entre 1950 et 1990, il y a ce début de régionalisation, c'est-à-dire que la réforme de l'État est en route à partir de 1970, grosso modo. La réforme de l'État est en route et donc on voit apparaître une série d'initiatives législatives et on va voir quelle est la place de la Flandre dans ces différents aspects. Alors on va commencer avec les universités. J'ose espérer que vous savez qu'il y a 3 universités qui s'occupent d'archéologie en Flandre, mais je vous le dis quand même, on ne sait jamais. On va faire comme le bourgeois gentilhomme, faites comme si je ne savais pas. Donc l'université de Gand, avec d'une part un séminaire d'archéologie, à l'époque ça s'appelait séminaire d'archéologie, qui a été créé en 1948, donc après la guerre, et qui a été dirigé surtout par Siegfried de Laat, après le décès d'Hubert van de Weert, et puis à partir de 1984 par Jacques Nankin. La KU Leuven, l'Université de Louvain, a également créé un département d'archéologie qui s'occupait d'archéologie nationale après la Première Guerre mondiale, quelque part dans les années 50, je n'ai pas retrouvé la date exacte en fait, et qui était dirigé par Joseph Mertens, qui travaillait également d'ailleurs pour le service des fouilles dont je parlerai tout à l'heure. Et puis dans les années 70, a été créé sous l'initiative de Pierre Vermeersch un département de préhistoire dans une autre faculté. Ce n'était pas dans la faculté de lettres, mais dans la faculté des sciences naturelles. Et puis il faut attendre les années 70 avant que la VUB se lance dans l'archéologie ou la recherche, l'enseignement de l'archéologie. Il faut attendre la scission avec l'ULB, bien évidemment, pour que soit créé sous la direction de Marc-Édouard Marienne, un département d'archéologie, ou du moins un enseignement d'archéologie nationale à la VUB. Alors ces 3 universités sont encore toujours actuellement occupées dans l'enseignement de l'archéologie, la recherche et l'enseignement de l'archéologie. Voilà quelques photos pour vous dire qui étaient ces personnages, comme Siegfried de Laat et Jacques Nankin, qui pour moi sont des personnages que j'ai connus et que je trouve très attachants, mais qui pour mes étudiants, et j'imagine pour vous aussi, sont des gens de la préhistoire, des gens qui, oui là, avant la guerre, du Vietnam en tout cas, ou des choses de ce genre-là.
Donc Siegfried Delatte, vous le voyez sur les deux photos à gauche, la photo centrale et la photo de gauche. Delatte sur le site de Bilani d'ailleurs, il visitait le site de Bilani dans les années 50 et vous le voyez à l'avant-plan. Et puis vous voyez Delatte dans une position très archéologique qu'on retrouve très souvent sur le terrain. Je vois des sourires, il y a des gens qui disent « Ah oui, ben, on a fait ça aussi ». C'est effectivement utiliser la brouette à autre chose que transporter la terre. C'est sur le site de Fontaine-Valmont d'ailleurs que cette photo a été prise, dans les années 50 quelque part. Et puis là, vous avez la photo de Jacques Nankin qui était plus spécialisé en archéologie africaine qu'en archéologie nationale, mais qui a pris la charge, disons, du séminaire d'archéologie à partir de 1984 et jusqu'en 1991. Au niveau des musées, les musées royaux d'art et d'histoire, donc le cinquantenaire a continué effectivement à fonctionner, bien évidemment, aussi bien au niveau de la recherche scientifique, et c'est surtout Marc-Édouard Marienne qui a joué un rôle important là-dedans avec sa publication Oud België de 1952, mais aussi au niveau de la recherche, parce que Marienne a encore continué à faire des fouilles, ou n'a pas continué à faire, il a fait des fouilles dans, entre autres, des sites gallo-romains de Belgique, des deux côtés de la frontière d'ailleurs. Et puis il faut mentionner le musée de Tongres, hein, qui est quand même un musée important en Flandre, qui a été créé en 1954, et le musée de Velzeke, dont les origines datent de 1972, sont les deux grands musées entre guillemets d'archéologie dans notre région. Ce sont encore toujours maintenant les grands musées d'archéologie dans notre région. Ce n'est pas exhaustif, hein, ce n'est pas la liste complète des sites des musées archéologiques, mais ce sont deux musées importants. Voilà Marc-Édouard Marienne et sa publication que les Français appellent en général Oud België. Ils ne savent pas très bien comment il faut prononcer België. Et c'est amusant quand on parle avec des collègues en France, ils nous parlent d'une publication, puis on se demande toujours, mais ils parlent de quoi? C'est quelle publication? Puis quand ils l'écrivent, on se dit, ah bah ça va, j'ai compris. C'est donc bien Oud België, ancienne Belgique, qu'il a publié. En fait, c'est le même type d'ouvrage que l'ouvrage, le catalogue raisonné de Deloé. Il y a une comparaison évidente entre ces deux publications. Ce qui a changé, ce sont les visions scientifiques et une série de sites et de données provenant de sites archéologiques. Au niveau des institutions, ce qui est tout à fait caractéristique, c'est que tout au début des années 50, fin des années 40, début des années 50, a été créé en Belgique, parce que c'est encore bien évident de l'archéologie belgique. Le service des fouilles des musées royaux d'art et d'histoire a été transformé en un service national des fouilles, Nationale Opgravingsdienst. Ça date du tout début des années 50 et il a été dirigé au début par Jacques Breuer, par la suite par Elie Roosens et finalement par Guy Debout. C'est une institution qui a fonctionné, disons, entre 1950, grosso modo 1950 et 1990, et a joué un rôle important, bien évidemment, dans la recherche, dans la publication de la recherche scientifique, dans les fouilles en Flandre. Elie Roosens était spécialiste, on le voit sur la photo, là, mais la photo n'est pas de bonne qualité. Elie Roosens était spécialiste d'archéologie mérovingienne. Guy Debout était spécialiste d'archéologie gallo-romaine et des villas, entre autres. Il a fouillé la villa de Neeraren. Il a fouillé quantité de sites gallo-romains en Flandre également. On ne peut pas sous-estimer le rôle que jouait le Service national des fouilles dans ces années-là. Les années 60, 70, 80 sont les grandes années, entre guillemets, du rôle du Service national des fouilles, Nationale Dienst voor Opgravingen, parce qu'il avait un pendant néerlandophone, bien évidemment. Quand on regarde le monde associatif, ce qui se passe en fait dans ces années 50 à 90, c'est qu'il y a une série d'associations spécialisées en archéologie ou intéressées spécifiquement par l'archéologie qui commencent à se créer. D'une part, j'ai mentionné ici une série de sociétés qui ont joué un rôle important. Il y en a quantité d'autres que je ne mentionnerai pas. Mais AVRA, Antwerpse Vereniging voor Romeinse Archeologie, est une association qui encore maintenant est active, qui publie encore, qui ne fouille plus, ou quasiment plus, sauf erreur de ma part, mais qui en tout cas publie encore, qui organise des catalogues, qui organise des expositions et qui organise également des conférences sur l'archéologie, et notamment l'archéologie nationale ou l'archéologie en Flandre. Un élément marquant de ce qui s'est passé en Flandre dans les années 60 et 70, 70, c'est la fédération de cercles d'archéologie
Vous avez ici le Vaux-Bof et le Vaux-Bouw. Hein, il y a un V et un W. Le Vaux-Bof, c'est pour Oost-Vlaanderen, pour la Flandre orientale. Vaux-Bouw, c'est pour West-Vlaanderen, c'est la Flandre occidentale. Et en fait, ce sont des fédérations de cercles d'histoire et d'archéologie, ou de cercles d'histoire qui ont un département d'archéologie, ou de cercles d'archéologie même, qui ont décidé de travailler ensemble à une série d'initiatives et une série d'activités. Toutes ces sociétés, sauf AVRA, Antwerpse Vereniging voor Romeinse Archéologie, toutes ces sociétés ont périclité dans les années 80-90. Le monde associatif périclite assez fort dans cette période-là. Il y a la fédéralisation de l'archéologie qui joue un rôle important aussi. Et puis il y a aussi une professionnalisation de l'archéologie qui fait que ces sociétés d'archéologie locale ont de moins en moins de potentiel à effectuer des fouilles archéologiques de bonne qualité. Alors c'est pendant cette période-là qu'évidemment les réformes de l'État ont été mises en place. J'ai cité ici les 3 réformes qui ont eu un rôle à jouer sur l'archéologie nationale et donc la création d'une archéologie en Flandre. C'est d'une part la réforme de 1970 où les communautés ont été créées. Et dans cette ligne ou dans cette lignée, c'est le service SOS Fouilles, par exemple, qui a été créé. La Fédération des archéologues de Wallonie date de cette époque. Et de façon assez étonnante, la Flandre n'a pas bougé pendant cette période. En fait, la Flandre n'a quasiment pas pris en considération la conséquence de cette première fédéralisation de l'archéologie. Elle n'a rien fait non plus, ou elle n'a pas envisagé d'intervenir lors de la deuxième réforme de l'État en 1980, alors qu'on a vu apparaître une série d'initiatives, ou une grande initiative régionale, une première tentative de législation régionale en Wallonie, c'est Jean-Maurice de Hous qui avait lancé ça. Et donc la SOS Fouilles, Fédération des archéologues de Wallonie et Jean-Maurice de Hous, c'est un mouvement qu'il faut trouver fin 70, début des années 80. En Flandre, rien de ce type-là. Bien au contraire, en fait, les Flamands ont encore lancé en 1986, c'est Daniel Koens, qui était ministre de l'Enseignement national encore à l'époque, qui a lancé une initiative, qui a tenté de mettre en place une réforme de l'archéologie et qui a tenté de lancer une loi sur l'archéologie, mais pour toute la Belgique. À une époque où tout le monde se rendait bien compte que l'archéologie à un moment serait séparée. On ne savait pas encore très bien quand, mais c'était dans la ligne de l'histoire, donc tout le monde se rendait bien compte que l'enseignement, la recherche et puis l'archéologie de terrain seraient séparés quelque part dans les années qui viendraient. Puis malgré tout, en 1986, on a encore essayé une initiative nationale qui, bien évidemment, n'a pas eu de succès. La troisième réforme de 1989, c'est finalement la réforme la plus fondamentale, puisque c'est elle qui a eu comme conséquence majeure la séparation au niveau de l'enseignement de l'archéologie en Belgique, hein, donc la Flandre, Bruxelles et la Wallonie. Pour l'enseignement, c'est surtout la Flandre et la Wallonie, ou la partie flamande et la partie francophone, mais aussi pour tout ce qui est de gestion du patrimoine, c'est-à-dire que le Service national des fouilles, Nationale Dienst voor Opgravingen, a été divisé en deux, a été partagé dans les deux régions, entre la Flandre et la Wallonie. Et là, on a fait ce qu'on fait en général en Belgique lorsqu'il faut séparer. On prend les numéros pairs, on les donne aux uns, on prend les numéros impairs, on les donne aux autres de la bibliothèque. On ne sait pas très bien ce qu'il faut faire avec le reste. On se dit, tiens, mais les publications allemandes, ça c'est assez bon pour les néerlandophones. Les publications italiennes, ça c'est bon pour les francophones. Enfin, ce genre de partage complètement aberrant, c'est ce qui s'est passé à cette époque. Ce qui a d'ailleurs pour conséquence, pas uniquement pour la Flandre, mais pour toute la Belgique, qu'à mon avis, les années 80, début des années 90, ce sont des très mauvaises années pour l'archéologie en Belgique. On s'est plus battu, on s'est plus engueulé, on a passé plus de temps à s'occuper de structures que de s'occuper de recherche scientifique, malheureusement. Mais bon, c'est la réalité historique et il faut en tenir compte.
Donc à partir de 1990-1991, suite à cette réforme de 1989, on voit apparaître donc les trois universités flamandes. L'université de Gand, qui, comme je vous le disais, a perdu le statut de Rijksuniversiteit, l'université de Louvain et l'université de Bruxelles, VUB donc, vos collègues à l'autre côté de la rue en fait. La différence qu'il y a entre l'enseignement en Flandre et l'enseignement en Wallonie, c'est que vous avez en Wallonie un système de 3+2, donc un master de 2 ans. J'ai cru comprendre que les étudiants sont ici au niveau master 2. Nous, on n'a pas ça. Nous, on a un master 1 et puis c'est tout. Les ministres successifs ont décidé un jour que ce serait amplement suffisant de faire un enseignement, pas seulement pour l'archéologie d'ailleurs, ça vaut pour toutes les sciences, ou presque toutes les sciences humaines, un master de 1 an. Ce n'est pas très convaincant parce que nous sommes en train d'expliquer à tous nos collègues en Europe que nous sommes beaucoup plus intelligents en Flandre puisque nous obtenons les mêmes buts, nous atteignons les mêmes termes en 1 an que vous en 2 ans. Donc nous sommes beaucoup plus forts, beaucoup plus malins, notre enseignement est bien mieux structuré. Il n'y a personne qui le croit, moi non plus, mais c'est comme ça. Donc là on a un peu un problème quand même comment je dirais, de crédibilité par rapport au monde extérieur. Un élément fondamental à noter, c'est qu'à partir de 1990, on voit apparaître le diplôme d'archéologie, et plus seulement le diplôme d'histoire ou le diplôme d'histoire de l'art et d'archéologie comme ça existait avant. Moi, j'ai par exemple fait une licence en histoire, mais dans la licence en histoire, il y avait une possibilité de suivre les cours d'archéologie, donc c'était ce qu'on appelait nous « oudste tijden », la période la plus ancienne, mais en fait c'était de l'archéologie. Mes collègues faisaient du médiéval, du moderne, du contemporain, et on avait donc une section Oudste Tijden, comme cela s'appelait. Donc moi j'ai fait l'histoire, mes collègues ont fait l'histoire de l'art. Maintenant, ce n'est plus du tout le cas. Nous avons opté à partir de 1991 pour un diplôme clair et net qui s'appelle donc bien un bachelier en archéologie, un master en archéologie. Ça vaut pour l'université de Gand et ça vaut pour l'université de Leuven. Ça ne vaut pas pour l'université de Bruxelles qui, elle, a voulu continuer à travailler, à fonctionner dans le sens d'un master en histoire de l'art et archéologie. Donc un bachelor et un master histoire de l'art et archéologie. Ça pose bien évidemment alors des problèmes. Lorsque nous voulons collaborer au niveau des échanges de cours, c'est peut-être pas un grand problème, mais lorsque nous voulons faire des masters communs, par exemple, c'est déjà beaucoup plus compliqué puisque ce sont 2 diplômes complètement différents, ou du moins des titulatures complètement différentes, et bien évidemment des formations complètement différentes. Je crois qu'en Wallonie, c'est tout histoire de l'art et archéologie, sauf erreur de ma part. Tous les diplômes d'archéologie sortent d'histoire de l'art et d'archéologie. Alors les institutions, là on rentre dans les institutions qui sont celles qui couvrent la Flandre maintenant, qui sont encore toujours présentes. Il faut les voir à différentes échelles, hein. Il y a une sorte de graduation à voir ici, entre la région Flandre bien évidemment d'abord, au niveau régional donc, et puis on redescend au niveau des provinces, au niveau des services intercommunaux, services communaux, et puis très caractéristique pour l'archéologie flamande de ces dernières années, c'est l'archéologie privée. C'est-à-dire les entreprises qui sont responsables maintenant de toute une série d'activités archéologiques dans le pays. Alors, en Flandre, la première chose qu'il faut noter en Flandre, c'est que donc après la séparation de 1989-1990 du service national des fouilles, Nationale Dienst voor Opgravingen, a été créé l'Institut voor Archeologisch Patrimonium, IAP. Ça date de 1991, je crois, pour le décret de fondation. Mais il a changé depuis de nom, il est devenu Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed, donc l'Institut flamand pour le patrimoine immobilier. Il a encore changé en 2011 pour se faire appeler maintenant uniquement Onroerend Erfgoed, patrimoine immobilier. Enfin, ça change tout le temps, des logos complètement différents d'une période. Il y a plus de couleurs, ça m'a frappé. Il y a beaucoup plus de couleurs dans les logos entre 1991 là-bas et 2011 ici à droite. Ça rend les choses beaucoup plus compliquées. C'est une des caractéristiques, je ne sais pas si c'est uniquement en Flandre, mais une des caractéristiques de cette réforme de l'État et de cette flamandisation de l'administration de l'État. C'est un peu ce que vous voyez ici, quoi. Ça rend les choses beaucoup plus compliquées. Ça change de nom, on réorganise en permanence et finalement il est quasiment impossible d'encore savoir qui fait quoi, dans quelle fonction.
Alors là, il y a des fonctions qui ne sont pas tout à fait des fonctions archéologiques. Hein. Vous avez des petits cœurs, des affaires, des ex et des choses de ce genre-là. C'est peut-être possible en archéologie, hein. Je ne vais pas préjuger de mes collègues, mais en tout cas, ça montre la complexité d'un système. Et c'est vrai que maintenant, au niveau de l'archéologie flamande, on est parfois confronté avec des collègues à qui il faut demander « mais tu fais quoi toi là maintenant dans ton job là, à l'Institut Onroerend-Erfgoed, quelle est ta position ?» Alors ils sont parfois patrons, et puis 2 ans après, ils ne sont plus patrons. C'est assez compliqué à suivre, c'est assez difficile à bien comprendre. Bon, ben c'est la réalité historique. Avant de passer à d'autres institutions, il faut même dire aussi qu'il y a une différence fondamentale entre les choix qui ont été faits en 1990-91 entre la Wallonie et la Flandre. La Wallonie, en 1990-91, lorsqu'il a fallu organiser la direction de l'archéologie ou le service de l'archéologie, ça a changé de nom aussi d'ailleurs plusieurs fois en Wallonie, mais lorsqu'ils ont décidé la création de cette institution, ils l'ont directement intégrée dans l'administration. L'aménagement du territoire, je pense au début, des choses de ce genre-là. En Flandre, on a fait le choix en 1991 de créer un institut scientifique indépendant de l'administration flamande, donc hors de l'administration flamande, géré par l'administration flamande, mais hors de l'administration flamande. Ce qui veut dire qu'entre 1991 et 2004, sauf erreur de ma part, ça va tourner autour de ces dates-là, c'était un institut qui n'avait strictement rien à voir avec l'administration flamande, qui était indépendant, qui avait un budget à part et qui devait gérer ce budget de façon à part, et donc qui avait des fonctions scientifiques, des fonctions de recherche. Les buts étaient, entre autres, de faire de la recherche plutôt que de l'inventaire ou de la gestion du patrimoine. Et ça nous a coûté notre réputation d'archéologue en Flandre, ça il faut le dire honnêtement. Nous n'avons pas, dans les années 90, eu une institution, donc l'Institut voor het Archeologisch Patrimonium, nous n'avons pas eu une institution qui s'est intégrée dans une problématique qui est tout à fait caractéristique du des années 90 et début du XXe siècle, du XXIe siècle, cette problématique de sauvetage du patrimoine, d'archéologie préventive et de choses de ce genre-là. À l'époque, l'Institut voor het Archeologisch Patrimonium était surtout intéressé par des fouilles d'intérêt scientifique. Et donc on fouillait à Tongres, parce que Tongres est un site romain important, on fouillait à Ename, parce que Ename est un site scientifiquement médiéval important et intéressant, et on ne s'occupait pas de gestion du patrimoine, on ne s'occupait pas de protection de sites archéologiques, on ne s'occupait pas de sites qui étaient menacés à gauche et à droite, et pour lesquels on aurait pu très bien organiser des fouilles de sauvetage ou des fouilles préventives. Et donc, il y a là quand même un grand changement. Le TGV qui a eu lieu en Wallonie, en fait, il a très pauvrement été utilisé en Flandre. Je me souviens qu'à l'époque, même la SNCF venait nous demander: vous ne pourriez pas faire des fouilles, vous ne voudriez pas vous occuper, parce qu'on donne de l'argent aux Wallons, on voudrait donner de l'argent aux Flamands. Ça, c'est la Belgique. Hein. Mais donc, il y avait cette dichotomie, cette différence entre la partie francophone et la partie néerlandophone du pays, parce que la partie francophone était intégrée dans l'administration et donc beaucoup plus proche des dossiers, beaucoup plus proche de ce qui se passait que l'Institut IAP, qui lui était un institut scientifique et qui se promenait, entre guillemets, hors de la problématique qui était tout à fait typique pour les années 80, 90 et 2010. Je crois que c'est important. Là aussi, on a perdu quelques années, une bonne décennie d'intégration de l'archéologie. Et puis maintenant, il faut encore vendre sa marchandise. Ça rend les choses beaucoup plus compliquées. Et donc voilà, bon, ça je ne reviens plus sur cet aspect-là. En 2004, donc oui c'est vrai, bien que vous me posiez la question, mais en 2004, ils ont été intégrés dans l'administration flamande. Du coup, ce n'était plus un service d'archéologie, mais un service d'archéologie, de paysages et de monuments. Donc on a intégré tout le secteur de patrimoine immobilier. En fait, là, les archéologues se sont plaints à un moment qu'on n'avait plus notre autonomie à nous et qu'on ne pouvait plus faire de l'archéologie, uniquement de l'archéologie. Et c'est vrai que ça a été, il fallait, comment je dirais, composer avec les gens
du paysage, il fallait composer avec les gens des monuments, et ça a été une période assez compliquée aussi. Mais maintenant, ça fait intégralement partie du ministère flamand, ça fait intégralement partie, en fait c'est tenu par le ministre Bourgeois, n'a rien à voir avec moi, je ne suis pas responsable, mais c'est encore toujours une attribution de Bourgeois. Et c'est passé en fait pendant tout un temps d'abord dans les ministères qui s'occupaient de culture, et puis ça a été sorti de la culture, on l'a mis dans tout ce qui est aménagement du territoire, et maintenant ça se trouve surtout dans ce secteur d'aménagement du territoire. Pendant un autre choix différent qui a été fait en 1991, c'est que la Commission royale des monuments et sites, qui date des années 1830, sauf erreur de ma part, et qui fonctionnait en Belgique, dans toute la Belgique, aussi bien donc en Flandre qu'en Wallonie, au niveau régional et au niveau des provinces, cette Commission des monuments et sites a eu sa fonction à jouer dans la gestion du patrimoine archéologique en Wallonie, puisque dans les années 90, elle s'occupait des permis de fouilles et des choses de ce genre-là, des protections des sites archéologiques. En Flandre, ça n'a pas été le cas. Il a fallu attendre 2005 avant que la commission des monuments et sites soit recréée, en fait, ou relancée, ou soit responsabilisé en ce qui concerne l'archéologie. On a créé une troisième section qui était une section d'archéologie. Il a fallu attendre 2005, c'est-à-dire qu'entre 1991 et 2005, la Commission des monuments et sites en Flandre ne s'occupait que de monuments et de sites. Elle ne s'occupait pas d'archéologie. Cette fonction était plus ou moins remplacée par le Vlaams Archeologische Raad, qui était une commission d'une vingtaine de personnalités archéologiques en Flandre, amateurs, universités, services régionaux, qui était en fait une sorte de conseil pour le ministre et pas beaucoup plus que ça. Donc là, il y a aussi un changement à partir de 2004, un changement qui a fait que la commission des monuments, sites et fouilles existe maintenant également en Flandre. Commissie voor Monumenten Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, afdeling archéologie. Donc c'est une section archéologie. Une autre différence qu'on voit très importante entre la Flandre et la Wallonie, c'est le rôle des provinces. En Flandre, en Wallonie, on a l'impression que les provinces, ça n'existe pas vraiment, sont beaucoup moins actives, les provinces. Il y a bien évidemment le service des fouilles, la direction de l'archéologie a des départements dans les provinces, mais c'est du fédéral qui est délégué au niveau provincial. Ce qui se passe en Flandre, c'est que les provinces elles-mêmes prennent des initiatives pour créer des services d'archéologie. C'est tout à fait différent par rapport à la Wallonie. Le grand problème maintenant, c'est que ça aussi, c'est en révision. Là, la Flandre se revoit de fond en comble. C'est aussi en révision. Depuis l'arrivée du NVA au gouvernement, les provinces sont, je ne vais pas dire menacées, mais en tout cas, le choix du gouvernement flamand, c'est de donner moins de responsabilités aux provinces, de les concentrer plus sur les fonctions territoriales plutôt que sur les fonctions culturelles. Alors que une série de provinces flamandes avaient des départements d'archéologie. La Flandre orientale avait un département d'archéologie, avait le musée de Velzeke dont il était responsable, le musée d'Enam dont il était responsable, donc était assez active au niveau de l'archéologie. La province d'Anvers est également assez active. La province du Limbourg, avec le musée de Tongres, était également fort active au niveau de l'archéologie. Et tout ça maintenant est en révision. On ne sait pas encore très bien comment ça va se terminer, mais je crois, si mes souvenirs sont bons, pour le 1er janvier 2017, il faut que les provinces aient fait un choix de ce qu'ils vont faire avec les musées, de ce qu'ils vont faire avec les archéologues qu'ils ont sous leur responsabilité. Est-ce qu'ils vont encore les garder, entre guillemets, et les mettre ou les faire fonctionner au niveau de l'aménagement du territoire, ou est-ce qu'ils vont les garder au niveau culturel, et s'ils restent au niveau culturel, ils vont passer au niveau fédéral, au niveau régional plutôt, ils vont quitter les provinces. Donc il y a tout un mouvement qui est en cours maintenant. Chacune des provinces est en train de réfléchir à la tactique, la meilleure tactique à suivre.
Et on a l'impression que les musées vont partir vers le régional, donc vers la Flandre, et que les archéologues qui fonctionnent dans les provinces maintenant vont surtout être réorientés vers l'aménagement du territoire. Donc les départements culture en province vont disparaître complètement. Et moi, c'est disons, le mouvement dans lequel on se trouve, c'est la piste qui est tracée pour ces provinces. Tourisme, aménagement du territoire, ça dépend un peu. En Flandre occidentale, donc en West-Flandre par exemple, ils mettent fort l'accent sur le tourisme entre autres de la Première Guerre mondiale. Et donc toute l'archéologie, et notamment l'archéologie de la Première Guerre mondiale, est en fait balancée dans ce secteur tourisme et aménagement du territoire. Mais elles ont joué un rôle important dans les années 80 et surtout dans les années 90, 2000, 2010, jouent un rôle important dans le développement de l'archéologie, dans le développement de la gestion du patrimoine archéologique. Tout à fait spécial également, je crois, sauf erreur de ma part, c'est qu'on trouve en Flandre une série de services archéologiques intercommunaux. Je ne crois pas me souvenir d'avoir vu ça en Wallonie, sauf erreur de ma part. Mais on retrouve donc un peu répartis sur le territoire de la Flandre une série d'associations de communes, d'intercommunales en fait, qui s'occupent uniquement d'archéologie, spécifiquement d'archéologie. La première à avoir fait ça, c'est le Pays de Waas, avec le Archeologische Dienst Waasland. Mais il y en a donc d'autres, vous les voyez là, Raakvlak qui couvre en fait toute la région de Bruges, depuis Zeebruges jusqu'à Bruges et presque jusqu'à Aardrijk, enfin ça ne vous aide pas beaucoup, mais en fait tout un secteur autour de la ville de Bruges elle-même. Heuveland s'occupe surtout, donc Archéocet s'occupe surtout de la région des monts, le mont Kemmel et ce secteur-là, donc au sud de Ypres. Et on trouve à Dac, par exemple, aussi en Campine anversoise. Un peu différent est Solva, qui est en fait une intercommunale de développement économique et qui a créé dans cette intercommunale de développement économique un service d'archéologie, sachant qu'il devait s'occuper de développement, donc de création de zones de zoning industriel ou de choses de ce genre-là, sachant qu'il devait s'occuper donc également d'archéologie. Ils ont dit on va créer notre propre service d'archéologie qui fonctionne d'ailleurs très bien et qui est lui concentré sur les quelques communes dans lesquelles ils essayent de développer l'économie. Ces services intercommunaux ont au début été créés sans soutien régional, pardon. Donc ce sont les communes qui se sont mises ensemble pour gérer ces dossiers. En général, c'était en fonction du nombre d'habitants ou en fonction de la surface. Il y avait une sorte de paramètre de taxe, entre guillemets, que les habitants payaient, 1 euro par habitant et 1 euro par mètre carré ou des choses de ce genre-là. Je ne sais plus très bien quels étaient les chiffres exacts, ça varie d'ailleurs de service à service. Mais en fait, les habitants de la commune payaient une taxe avec leurs impôts, étaient payés ce service intercommunal. À partir de 2005-2006, le gouvernement flamand a décidé d'appuyer, de soutenir ce genre d'initiative et donc ils ont assez longtemps financé chacune de ces intercommunales, grosso modo, sauf erreur de ma part, mais grosso modo au niveau d'un salaire annuel. Donc c'était quand même un beau subside qui était payé par le gouvernement flamand pour appuyer, pour soutenir cette initiative régionale de l'archéologie. Alors ces différentes sociétés sont encore actives, à l'exception maintenant du Karle Leie Archeologische Dienst, c'est la région qui couvre Deinze-Aalter, donc au sud-ouest de Gand. Là, les communes, à un moment, ont décidé on n'a plus envie de payer, on n'a plus de sous et on arrête l'activité de ce Karle Leie Archeologische Dienst. Il faut dire maintenant qu'une série de ces intercommunales sont menacées. D'abord parce qu'elles recevaient également un appui financier des provinces et que cet appui financier des provinces va disparaître avec cette réorientation de la fonction des provinces. Et d'autre part, avec la nouvelle législation depuis donc, le 1er janvier 2016, qui concentre beaucoup d'activités, soit au niveau régional, soit
chez le maître d'œuvre. On en parlera tout à l'heure. Et donc, la province ou les intercommunales, qui étaient des petites provinces, hein, grosso modo, ça revient à ça, en grande partie, ce niveau intermédiaire disparaît en fait. Et donc, il se pourrait très bien que s'il fallait donner ce cours dans 5 ans ou dans 10 ans, il faille expliquer que ce genre de système existait dans le passé, mais n'a plus de raison d'exister actuellement. Alors il y a aussi bien évidemment des services communaux, c'est quelque chose qui apparaît beaucoup moins en Wallonie également et qui remonte déjà aux années 70. Hein. La ville de Gand a son service archéologique depuis 1972 ou 73 ou quelque chose dans ce genre-là. Anvers, Louvain, Malines, ce sont des communes où les services archéologiques sont encore toujours bien actifs. Mais ce qui est fondamentalement différent, je pense, par rapport au système qu'on va retrouver en Wallonie, c'est la création de toute une série de sociétés privées d'archéologie. Et donc une grande partie de l'activité archéologique, de l'activité préventive archéologique, est en fait maintenant gérée par des sociétés privées. Des sociétés privées belges, flamandes, des sociétés privées hollandaises. Parce que comme ça ne va pas très bien du côté néerlandais pour le moment, au point de vue économique, ces sociétés ont des problèmes dans leur propre pays. Et donc, elles redescendent, entre guillemets, dans une autre partie du territoire dont ils connaissent la langue également, c'est-à-dire en Flandre. Et on les voit apparaître ici, en général aussi avec des tarifs très réduits, des prix dumping, grosso modo, et qui font d'ailleurs baisser la qualité, je pense, de l'archéologie. Alors j'ai mis la liste complète, ou du moins la liste complète que j'ai trouvée, sous VONA. VONA, c'est le Vlaamse Ondernemers in d'Archéologie, c'est une association d'entrepreneurs d'archéologie qui a son propre site, et sur son site, j'ai trouvé la liste que vous voyez ici, et pour l'illustrer encore plus clairement, et surtout pour illustrer la grande diversité de ces entreprises privées, vous avez ici une partie de leur logo. Et ça veut dire bien évidemment que nous sommes entrés à partir de 2004, grosso modo avec cette réforme de l'archéologie, dans une archéologie complètement libéralisée, complètement libérale, aussi bien dans la philosophie que dans son fonctionnement, où le marché finalement joue un rôle fondamental. Les BAC, par exemple, que vous voyez ici, ou RAP, ce sont des sociétés néerlandaises, en fait, qui ont été créées aux Pays-Bas, qui ont travaillé aux Pays-Bas pendant des années, et qui maintenant continuent à travailler aux Pays-Bas, mais qui ont également une cellule flamande, entre guillemets, pour occuper le marché flamand. Certaines de ces sociétés, ça il faut peut-être le dire aussi, certaines de ces sociétés ont finalement aussi été créées à partir des universités. Gate, que vous voyez là en haut à gauche, est une société qui a été créée à partir de l'université de Gand. Donc l'université de Gand, à un moment, a décidé de ne plus intervenir au niveau de l'archéologie préventive, de ne plus répondre à des offres à des demandes d'offres de fouilles, et de simplement dire, voilà, nous avons maintenant un spin-off, le beau mot anglais, qu'on utilise, un spin-off, et nous n'intervenons plus dans ce secteur-là, sur ce marché-là. C'est la société Gate qui fait ça. Ce n'est pas tout à fait la même chose pour l'université de Louvain, qui a sa propre entreprise, entre guillemets, mais qui est encore dépendante de l'université. Et ce n'est pas tout à fait la même chose pour l'université de Bruxelles, où les gens du département participent encore parfois à des offres de projets, des offres de fouilles. Pour fédérer un peu tout ça, pour mettre tout ça ensemble, il y a VONA, que je vous ai montré là tantôt, donc le Vereniging voor Ondernemers in de Archäologie. Et puis il y a deux associations qui méritent d'être citées, je pense. D'une part, le Forum voor Vlaamse Archéologie, qui est une sorte de regroupement d'archéologues venant d'horizons très différents, hein, des universités, des professionnels, des étudiants, des amateurs et que sais-je encore, et qui se veut surtout être une sorte de force d'appui de l'archéologie, défendre l'archéologie auprès des ministères, auprès des cabinets, des choses de ce genre-là. Et VLAC, le Vlaams Archéologencollectif, qui est une association tout à fait récente et qui, lui, se profile en fait plus, il n'aime pas entendre le mot, mais il se profile plus comme un syndicat.
de l'archéologie, puisque les objectifs chez eux, c'est plus le salaire, les conditions de travail et ce genre de choses-là. Donc ça se rapproche quand même beaucoup plus, je crois, d'un syndicat que d'une association, un groupe de pression. C'est plutôt le Forum voor Vlaamse Archéologie. Donc on est maintenant dans un monde assez diversifié dans lequel les universités jouent un rôle mais ne fouillent quasiment plus sur le terrain, ou du moins pas en Flandre sur le terrain. Les universités par contre servent de conseil, participent parfois à la mise en place des projets archéologiques, participent à l'étude parfois du matériel archéologique et des résultats archéologiques, mais ne font plus de fouilles elles-mêmes, ou quasiment plus de fouilles elles-mêmes. Ça vaut pour l'Université de Gand aussi bien que pour Bruxelles ou pour Louvain, ce qui est un peu dommage. Ce que nous aimerions avoir, c'est un peu comme ça se fait en Wallonie, et je ne sais pas si ça va continuer très longtemps, mais je crois me souvenir que la Wallonie finançait dans les 3 universités un chantier de fouilles pour les étudiants, de telle sorte que les étudiants puissent... Il y avait comment s'appelait ce site encore que Bonenfant fouillait à l'époque, pas Astedon, mais l'autre fortification, Berry-Ménil, où les étudiants pouvaient apprendre, entre guillemets, à fouiller. Vous alliez à Bibracte, sauf erreur de ma part, et les gens de Liège allaient à Sclin, entre autres, pour apprendre à fouiller dans des grottes. Ce serait pas mal que les universités flamandes puissent aussi obtenir un financement de ce type et avoir une sorte de chantier école, un chantier type. Mais ça n'est pas le cas. Et je ne suis pas sûr que ça va changer beaucoup à court terme. Donc d'un côté, les universités, surtout au niveau de la recherche et de l'encadrement, ça on essaye dans la mesure du possible de participer à l'encadrement archéologique d'une part. Il y a des institutions avec comme changement fondamental, je pense maintenant, le fait qu'il y aura 2 pôles importants, c'est le régional, c'est le gouvernement flamand et les entreprises privées. Les provinces, les associations de communes commencent visiblement à perdre, entre guillemets, le rôle qu'elles jouaient auparavant et qu'elles pourraient encore continuer à jouer. Alors, on en est où au niveau des législations? Je ne vais pas vous ennuyer trop avec des articles sur l'archéologie. Mais enfin, il faut quand même savoir que le premier décret archéologique en Flandre date de 1993. Il a été il date 1 an après, je crois, le décret wallon, 1 an ou 2 ans après le décret wallon, grosso modo. Mais donc au début des années 90, un premier décret qui s'occupait uniquement d'archéologie, qui était concentré sur l'archéologie, décret archéologique, décret sur le patrimoine archéologique, alors qu'en 2013, ce décret a bien sûr été amendé, a été changé au cours des années. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2013, on a complètement changé la structure de la loi. On a regroupé tout ce qui est le patrimoine immobilier, c'est donc encore une fois l'archéologie, mais les monuments et les sites, tout ensemble, a été regroupé afin d'homogénéiser ces diverses législations. Et puis en 2014-2015, on a eu une série de décrets d'application qui font que donc à partir du 1er janvier 2016, par étapes, la législation va être mise en place. Alors, je ne vais pas vous parler du décret de 1993, parce que c'est déjà un décret qui est dépassé. La seule chose qu'il faut dire, c'est que dans une certaine mesure, ce décret de 1993 tenait compte de Malte, de la Convention de Malte, et qu'on retrouve ça dans le décret de 2013. La législation de 93 prévoyait également, bien sûr, la demande de permis de fouille, l'obligation de mentionner des découvertes fortuites, la demande de permis pour utiliser des détecteurs de métaux, enfin des trucs qui étaient assez traditionnels qu'on retrouve un peu partout dans les décrets de ces époques-là. Avec un élément assez important quand même, c'est il y avait 2 sortes de classements. Il y avait un classement permanent qui était le classement d'un site archéologique au même titre qu'un monument ou qu'un paysage pouvait être classé, qui était donc un classement long, difficile à obtenir, discutable et que sais-je encore. Mais on avait créé, c'était en fait une assez bonne idée, un classement temporaire, la possibilité de classer un site pour une année et donc de bloquer entre guillemets
possible destruction de ce patrimoine pendant un an, avec comme élément parallèle la possibilité, donc pendant un an, de le fouiller avant qu'il ne soit entièrement détruit. Bon, ça c'est la loi de 1993, on va plutôt se regarder vers la loi de 2013. La loi de 2013, bien évidemment, tient compte dans une certaine mesure de la Convention de Malte. Dans une certaine mesure, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a quand même des éléments importants qui sont oubliés. Le décret sur le patrimoine immobilier ne concerne pas que l'archéologie, comme je vous le disais, mais aussi l'ensemble du patrimoine immobilier, donc l'archéologie, les paysages et les monuments. Ce qui veut dire que ce n'est pas toujours évident de trouver la place de l'archéologie dans ces différents articles et dans ces différentes législations. L'idée de base, et ça c'est fondamental, peut-être que je dois quand même vous dire que les données que je vais vous présenter ici maintenant, ce sont des données que j'ai extraites d'une présentation du département d'archéologie du gouvernement flamand. Donc ce n'est pas ma présentation, ce sont des éléments qu'eux ont présentés et que j'ai piqués, entre guillemets, pour vous présenter ceci ici. Donc l'idée de base, c'est qu'on déplace en fait la responsabilisation du patrimoine archéologique du gouvernement, donc de l'administration, vers l'archéologue agréé. C'est-à-dire qu'on va créer un archéologue agréé. Il y aura donc un système de reconnaissance d'archéologues, on en parlera tout de suite, d'une part, et d'autre part, l'idée était aussi d'avoir un système qui était beaucoup plus flexible pour le maître d'œuvre, peut-être plus responsabilisant pour le maître d'œuvre, mais il avait plus de prise sur le mouvement, sur ce qui allait se passer avec le projet qu'il essayait ou qu'il essaye de lancer. Donc ces deux idées, l'archéologue agréé comme moteur central de cette législation et la responsabilisation du maître d'œuvre, en fait une sorte de diminution du pouvoir de l'administration, c'est tout à fait typique de la législation 2013. C'est très libéral aussi. Enfin, la Flandre est libérale, donc ça marche comme ça. Alors, premier principe, le décret prévoit la reconnaissance d'archéologue. L'archéologue agréé, donc, peut être aussi bien un individu qu'une personne de droit. Donc, on peut très bien avoir une entreprise. Les entreprises que je vous ai montrées là tantôt sont des entreprises qui ont demandé à être agréées comme archéologue. Et il y a bien sûr une série de conditions pour être agréé, pour être reconnu. Il faut bien évidemment un diplôme, le diplôme d'archéologie de préférence, mais d'autres diplômes peuvent également jouer un rôle. Il faut faire preuve d'expérience du terrain. Il faut bien savoir que tout ce que je vais raconter maintenant ne concerne que l'archéologie de terrain, ne concerne que l'archéologie préventive, que l'archéologie de sauvetage. Donc on peut très bien encore continuer à travailler à l'université sans être archéologue agréé. Il n'y a pas de lien entre ces deux-là. Tous les universitaires sont d'ailleurs reconnus d'office comme archéologues agréés. Parce qu'on part du principe que les gens qui sont engagés dans un département d'archéologie, on les a engagés parce qu'on pense que ce sont peut-être de bons archéologues. Et donc, d'office, on leur accorde ce titre. Ça vaut aussi pour les gens de l'administration et les gens qui sont engagés dans des services d'archéologie de la ville ou des musées. À partir du moment où ils sont engagés sur concours, ils ont droit également à cette agrégation. Alors, il y a une procédure qui est prévue, comme je le note là, hein, il faut le diplôme, il faut l'expérience. C'est en cours, on ne sait pas encore très bien comment ça va fonctionner exactement, comment on va calculer l'expérience. Il est prévu que dans les 2 dernières années, vous ayez passé au moins 6 mois sur le terrain. C'est une des règles qui semble sortir de ce mouvement. Et donc, bien évidemment, il n'y a pas un prof d'université qui sera reconnu, parce qu'il n'y a pas un prof d'université qui, sur 2 années, peut passer 6 mois sur le terrain à faire des fouilles. Donc, c'est pour ça qu'on a discuté pas mal de cette reconnaissance, de cette agrégation, et on a demandé d'un peu réfléchir à ce que ça veut dire, 6 mois de travail sur le terrain. On ne sait pas encore si finalement cette agrégation sera, liée à une connaissance spécifique. On peut très bien être agréé pour des sites urbains ou pour des sites
en zone agricole. On peut très bien être agréé pour des sites préhistoriques ou pour des sites médiévaux. Tout ça sont des expériences complètement différentes. Et là, on ne sait pas encore très bien comment ça va se faire. Est-ce qu'on va utiliser ce critère pour dire, voilà, vous, monsieur, vous avez une expérience en archéologie gallo-romaine, vous savez travailler sans problème dans les limons, mais vous n'êtes pas un archéologue urbain, parce que vous n'avez pas de tradition, pas d'expérience en archéologie urbaine. Ou est-ce qu'on va faire ça pour les préhistoriens, les proto-historiens, les romanistes ou quelque archéologue que ce soit? Ce n'est pas encore clair, on ne sait pas encore très bien. Il y a une liste qui est en cours, ils sont en train de faire passer, entre guillemets, les dossiers, comment je dirais, de faire passer les dossiers par l'administration. Les gens commencent à être reconnus. On entend ici à gauche et à droite, tiens, j'ai été reconnu, j'ai reçu une pièce de légitimation, mais on ne sait pas encore très bien quelle est la philosophie globale, où ça va se terminer, en fait, dans les quelques années qui vont suivre. De la même façon que les archéologues devront avoir une agrégation, devront avoir une légitimation, il est prévu également une légitimation pour les détectoristes. Et là, on a entendu qu'il y a déjà des centaines de détectoristes qui ont reçu cette légitimation. Donc il y a plein de détectoristes qui peuvent maintenant se promener sur le territoire flamand et essayer de retrouver des sites archéologiques. La philosophie là, ça n'est pas tellement qu'il fallait absolument gérer ce dossier des détectoristes, mais c'est que, et je pense que là ils ont raison, c'est que si un jour vous interdisez l'utilisation des détecteurs de métaux, ben ça va rentrer dans un circuit noir, ça va rentrer dans un circuit qu'on ne parvient pas à retrouver, et donc il vaut mieux accorder beaucoup d'agrégation, de légitimation et espérer, entre guillemets, en les encadrant suffisamment, d'avoir les renseignements qu'ils retrouvent. À ce sujet-là, vous allez entendre dans ce cours-là Ben Roberts, qui est, je ne vais pas dire un grand défenseur, mais qui trouve quand même que les détectoristes, les détecteurs de métaux ont trouvé quand même pas mal de choses qui, pour les bronziers, entre autres, peuvent être fort utiles et peuvent apporter quantité d'éléments nouveaux à l'interprétation archéologique. Et donc, c'est un peu la philosophie que le gouvernement flamand a également voulu mettre en place. On ne va pas être trop sévère, dans l'espoir que justement les données vont continuer à nous arriver. Un deuxième élément important, c'est qu'il y a un code de bonne pratique qui a été mis en place, un code of good practice, comme on l'appelle dans le beau flamand, un code de bonne pratique où il est, entre guillemets, où il est tenté, entre guillemets, d'expliquer comment une fouille s'opère, comment une fouille néolithique, une fouille préhistorique, une fouille gallo-romaine s'opère. C'est un cadre, c'est une boîte à outils qui est apportée. C'est une boîte à outils qui va encore être aménagée, qui va être changée, bien évidemment, en fonction de l'évolution de la recherche. Tout ça, ça doit être actualisé, bien évidemment. Mais il y a donc une sorte de bouquin qui va tenter d'expliquer comment une bonne fouille mésolithique se fait, quelles sont les normes minimales dans lesquelles une fouille mésolithique, dans lesquelles une prospection géophysique, dans lesquelles un sondage, une série de sondages, par exemple, doivent être réalisés. Quelles sont les mailles qu'il faut utiliser pour tamisage et que sais-je encore. Donc là, il y a une série de normes qui vont être mises en place. Attention, c'est pas un système, pardonnez-moi le mot, protestant, c'est-à-dire très rigoureux et qu'il faut suivre à la lettre. Ce sont des cadres qui ont été mis en place. Et ces cadres vont devoir être utilisés dans la note archéologique dont je vous parlerai tout de suite. Alors, deuxième principe ou troisième principe, hein, si on prend cette histoire du code de bonne conduite comme élément 2, troisième principe, l'État définit des zones protégées, des zones archéologiques et des zones sans valeur archéologique. En fait, ce qui va se passer, c'est que le but, dans le cadre de l'inventaire archéologique, c'est que l'État mette en place un répertoire de sites protégés. Bon, ça on l'a, ce répertoire. Et malheureusement, il n'y a que 24 sites archéologiques qui ont été classés en Flandre, donc c'est peu. Sites archéologiques, hein. Il y a des monuments, il y a le château des Comtes à Gand par exemple, qui est bien évidemment aussi classé monument historique, mais ce n'est pas un monument archéologique au sens étroit
du terme ici, ce sont 24 sites qui sont, entre guillemets, vraiment archéologiques. Ce sont des tombelles, ce sont des choses de ce genre-là. Donc il y a très peu de monuments classés. Il y a également la mise en place d'un système de zones archéologiques, c'est-à-dire on essaye en Flandre de définir des secteurs, des zones à potentiel archéologique, à grand potentiel archéologique, cela en se basant sur de la littérature, en se basant sur quantité d'éléments différents. Et puis on va mettre en place également une carte de zones non archéologiques, de zones pour lesquelles on peut dire, voilà, là, il n'y a rien. C'est pas, parce que je vois Yannick un peu réagir, des zones non archéologiques, quand est-ce qu'on sait qu'une zone n'est pas archéologique? Ben, je vais d'abord vous montrer une carte des zones archéologiques. Quelles sont pour le moment les zones archéologiques définies sur le territoire flamand? Il y a encore du boulot, hein, il y a encore beaucoup de choses qui mériteraient d'être classées au titre de zones archéologiques. Et ce qu'il y a par exemple, ce sont les centres urbains historiques qui ont été définis. Donc, par exemple, le vieux Dame, le vieux Gand, le vieux Bruges, le vieil Anvers, tous ces vieux centres urbains ont été déterminés sur base de cartes, bien évidemment, et ont été mis dans ces zones archéologiques. Et ces zones archéologiques ont une valeur au niveau du processus d'évaluation, bien évidemment. Mais pour ces zones sans valeur archéologique, sans aucune valeur archéologique. Vous avez ici la carte de Gand, par exemple, avec en bleu les zones sans valeur archéologique. Et vous voyez, par exemple, ici, en bas, là, et ici en haut, des grands plans d'eau qui ont été, bien évidemment, creusés à une profondeur telle que le potentiel archéologique peut être comparé à zéro. Pour la partie centrale de la ville, ce sont les secteurs avec des parkings souterrains et autres surcreusements tellement profonds qu'on estime que le potentiel archéologique est quasiment zéro. C'est avant tout, surtout dans les zones urbaines et puis dans des zones industrielles, c'est-à-dire les grandes carrières, les carrières d'argile, les carrières de sable, où on sait que finalement le potentiel archéologique est quasiment zéro. Et donc ces trois valeurs archéologiques, monuments classés d'une part, zones archéologiques de l'autre, et finalement les zones sans valeur archéologique, ces trois sont bien évidemment regroupés dans un portail, le Geoportaal Vlaanderen, dans lequel n'importe qui a accès aux données et peut donc très bien savoir, tiens, je vais lancer un projet dans telle zone, je voudrais construire un zoning à cet endroit-là, ben, très rapidement, ils peuvent savoir quelles sont les zones de type 1, 2 et 3 qui se trouvent dans le secteur sur lequel ils voudraient travailler. Troisième principe, le décret prévoit 3 types de recherche archéologique. Une recherche archéologique suite à une intervention au sol qui doit recevoir un avis archéologique. On appelle ça une archéologie nota. Donc c'est nouveau, hein, c'est tout neuf, c'est tout beau. Et on doit encore voir si ça marche. Mais c'est un nouveau principe, c'est-à-dire que pour une série de surfaces, pour une série d'activités, on est obligé maintenant d'écrire à l'avance une note archéologique, une notice archéologique. Je vous donnerai quelques détails tout de suite. D'autre part, il y a des recherches archéologiques qui font suite à un projet scientifique. Elles sont encore toujours permises, fort heureusement. Nous avons dû nous battre un peu pour défendre cet élément, mais nous partons du principe, surtout dans les universités, qu'il peut très bien y avoir des potentiels archéologiques scientifiquement fort intéressants et que donc il ne faut pas uniquement fouiller aux endroits où les sites vont être détruits parce qu'il y a un zoning, parce qu'il y a un TGV, parce qu'il y a je ne sais quoi qui va détruire ce patrimoine. Donc, projet scientifique. Et puis, il y a également un potentiel de recherche archéologique qui est qui fait suite à des découvertes fortuites. Bien évidemment, là, la législation joue de façon différente. Alors, ça vous l'avez vu là tantôt, hein, ce petit graphique très simple, horriblement compliqué plutôt, qui vous montre comment ça fonctionne. C'est-à-dire que ce qui se passe, hein, c'est qu'en fonction de la surface de la parcelle qui va être détruite, entre guillemets, par l'activité archéologique, il y a éventuellement ou non le besoin d'écrire une notice archéologique. Et c'est la responsabilité du maître d'œuvre de mettre en place cette note archéologique. C'est-à-dire c'est le maître d'œuvre qui doit, avant
le permis de bâtir, dans la demande de permis de bâtir, présenter une note archéologique, dans laquelle, dans cette note archéologique, il propose un tracé archéologique, un chemin archéologique, un processus archéologique de, comment je dirais, éventuellement de prospection supplémentaire ou de fouilles et de rapportage des découvertes. Alors, vous voyez le tracé, regardez ça à votre aise plus tard, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ici c'est les verkavelingsvergunningen, ce sont des verkavelingen, ce sont des, j'ai oublié le nom en français maintenant, enfin c'est sur des grandes surfaces, je vais dire ça comme ça, c'est pas dans le milieu urbain, voilà, c'est plutôt dans le milieu rural que vous allez trouver ça, et donc dans ces cas-là, s'il y a besoin d'obtenir un permis de lotissement, voilà, c'est grosso modo des lotissements, un permis de lotissement, il faut, dans certains cas, écrire une note archéologique ou ne pas écrire une note archéologique. Et donc vous avez là un tracé, une sorte d'arbre décisionnel qu'il faut suivre, et dans une série de cas, il faut, vous le voyez là en bas à gauche et sur votre droite, il faut écrire cette note archéologique. Donc il faut, pour obtenir le permis de bâtir, présenter cette notice archéologique. Et vous voyez que la surface est grosso modo limitée aux 3000 mètres carrés, c'est-à-dire sous 3000 mètres carrés, il n'y a pas de nécessité d'écrire une notice archéologique. Au-dessus de 3000 mètres carrés, c'est absolument nécessaire et obligatoire. Pour les milieux urbains, c'est encore plus compliqué, oui ? Bien évidemment, c'est le risque. Ça, on ne peut pas l'éviter. Enfin, si, on pourrait l'éviter si on ne mettait pas la surface. Mais le problème, c'est si on ne met pas de surface, du moins c'est le raisonnement qu'a suivi le gouvernement. Ce n'est pas mon raisonnement, parce que nous avons fait la même remarque. Le raisonnement du gouvernement, c'est si nous ne mettons pas des limites, nous allons être noyés sous les demandes de notices archéologiques. Les entreprises vont refuser de les faire parce qu'ils vont devoir les faire pour 10 mètres carrés, pour 20 mètres carrés. Ils vont arriver pour une petite une cabine électrique. Ils vont devoir faire une notice archéologique. Et donc, ça ne va pas fonctionner. Il a fallu chercher une sorte de norme. Et la norme qui a été mise en place pour les zones rurales, c'est 3000 mètres carrés. Pour les zones urbaines, c'est 300 mètres carrés et 100 mètres carrés. C'est un choix. Et c'est un choix qui a été fait, je ne vais pas dire au hasard. Le gouvernement a étudié des statistiques, a essayé de voir dans quelle mesure des activités de ce type-là sont nombreuses ou sont moins nombreuses. Parce qu'il faut bien savoir que s'il y a une demande de permis de bâtir, avec cette notice archéologique, il faut répondre à temps. Si vous ne répondez pas à temps, la demande est considérée comme acquise et comme acceptée. Et donc, si on n'a pas le temps de répondre, ce n'est pas la peine de les obliger à faire une demande. Et donc, il a fallu trouver une sorte de norme, et la norme, c'est donc 100, 300 et 3000 mètres carrés. Mais, s'ils sont un peu intelligents, les promoteurs, et ça on peut le croire, ils pourraient très bien se lancer dans un petit jeu de partage, entre guillemets, des projets pour arriver à 2999 mètres. C'est comme le prix des chaussures, hein, c'est toujours juste en dessous de l'unité. C'est un risque, ça effectivement, on ne peut pas l'éviter. Donc pour les zones urbaines, c'est en fait le même processus, grosso modo, où donc dans certains cas aussi, également, il faut, comme vous le voyez ici, écrire une notice archéologique. Mais le grand avantage de ce système pour l'entrepreneur, pour le maître d'œuvre, en fait, le grand avantage, j'ai un peu agrandi d'ailleurs le système, le grand avantage, c'est que le maître d'œuvre et le promoteur sait à quoi il s'engage. Lorsqu'il lance le mouvement, il regarde sur le portail archéologique, sur le portail Geoportaal Vlaanderen, et il sait, tiens, dans ce secteur-là, si je veux travailler sur telle surface, je vais devoir faire ceci, ceci, ceci. Et donc, il peut très bien savoir à l'avance ce qu'il devra faire, et je crois que ça, c'est un grand avantage pour l'entrepreneur, pour le maître d'œuvre également, parce qu'on sait très bien que lorsque l'archéologue arrive et dit « Monsieur, vous avez un site archéologique sur votre terrain, nous allons bloquer les travaux pendant 6 mois », en général, ils ne sont pas très contents.
Pourquoi? Ben parce qu'il y a des dates, il y a des termes qui ont été fixés. Il doit quitter tel endroit pour venir à cet endroit-ci. Et puis vous arrivez, vous dites, vous restez 6 mois plus longtemps là-bas. On fait sa commande, les loyers, entre guillemets, des locaux, que sais-je encore. C'est pas évident. Et donc, il vaut mieux négocier avec le maître d'œuvre bien à l'avance, de telle sorte qu'il sache quelles sont les contraintes qui vont lui être imposées, comme il a des contraintes écologiques, comme il a des contraintes urbanistiques et que sais-je encore. Il sait très bien qu'il doit installer un câblage de tel type, qu'il doit installer des canalisations de ce type-là. Et donc, il y a une série de conditions. S'il le sait à l'avance, ce sont des conditions pour lesquelles il pourra se plier plus facilement. C'est un peu la philosophie du mouvement. Prenez-les plus tôt plutôt qu'au dernier moment. J'ai agrandi un peu le système, de telle sorte que vous puissiez regarder ça bien à votre aise et un peu essayer de suivre l'arbre décisionnel. Mais en fait, il est relativement simple. Chaque fois, en fonction de la réponse, on sait est-ce que je dois écrire une notice archéologique ou est-ce que je ne dois pas écrire cette fameuse notice archéologique. Il est important de noter que c'est au maître d'œuvre, c'est-à-dire c'est au promoteur de prendre... qui est responsable, c'est le promoteur qui est responsable, disons, de cette note archéologique. C'est lui qui doit veiller à ce que cette note archéologique soit réalisée. Sans quoi, son permis de bâtir, sa demande de permis de bâtir est nulle et non avenue. C'est lui qui doit le demander et c'est un archéologue agréé et uniquement un archéologue agréé qui peut écrire cette notice archéologique. L'archéologue agréé, c'est un individu ou c'est une association, une entreprise. Donc ça peut être un des deux. Et cette fameuse notice archéologique, pardon ? Et ça, c'est sur la page suivante. C'est un peu plus loin. Mais qui va payer le maître d'œuvre? Oui, c'est le maître d'œuvre, le promoteur, disons, qui va payer. C'est comment on disait ça en anglais, c'est le destructeur qui paye. C'est un principe, en fait, qui est mis en place dans Malte également, hein, bien évidemment. Et donc, cette notice archéologique, elle est basée sur le principe du desktop. Hein, donc, c'est un travail qui n'est pas a priori, un travail sur le terrain. Il ne prévoit pas d'office une prospection sur le terrain, un diagnostic par sondage, par prospection magnétique et par tranchée ou quoi que ce soit. C'est possible, ça peut être fait, et surtout s'il y a suffisamment de raisons que pour croire que ça pourrait apporter des éléments importants. Je vous montrerai ça tout de suite. Oui, pas de problème, mais je suis presque au bout de mes histoires. Voilà aussi un autre tableau qui montre un peu comment le mouvement se fait. Je n'ai pas voulu traduire tout ça, c'est un bon exercice pour vous d'essayer de traduire ça en français, mais ça montre un peu comment le travail préparatoire, Vooronderzoek, est mis dans la notice archéologique, Archeologie Nota. Cette notice doit être confirmée par l'administration. C'est l'administration flamande qui va accepter la notice archéologique, qui va dire voilà, ça c'est une bonne notice et nous acceptons les conditions qui sont mises dans ce texte. Du coup, on accorde le permis de bâtir, bouwvergunning. Dans un cas, on l'accorde en disant voilà, vous l'aurez si vous faites des fouilles. Si vous commencez par faire des fouilles, parce que la notice archéologique prévoit que des fouilles doivent être réalisées. Donc c'est un mouvement assez complexe, mais en fait c'est tout simplement, la notice archéologique dit ce qu'il faut faire, vous recevez votre permis de bâtir à condition de respecter cette notice archéologique. Et voilà ce qu'il faut mettre dans cette notice archéologique, c'est une recherche desktop en fait, une recherche de littérature, de cartographie, éventuellement de diagnostic si on estime nécessaire. On présente ces résultats, on donne des avis concernant les mesures à prendre, éventuellement donc un diagnostic supplémentaire, mise à disposition du matériel, la fouille, la conservation in situ, parce qu'on peut très bien aussi décider de ne pas fouiller certains secteurs, de les préserver, c'est tout à fait possible. Il faut oui, ça s'appelle plan van aanpak, je ne savais pas très bien comment il faut traduire ça, plan d'action, quelque chose de ce genre-là. Il faut prévoir aussi là quelles sont les compétences des exécutants, c'est-à-dire des archéologues qui vont faire les fouilles, et quelle est la compétence demandée à ces archéologues-là, avec une estimation du coût et du temps prévu pour la fouille, c'est-à-dire qu'il faut estimer déjà bien avant que la fouille ne commence, quelle est la durée
et le coût prévu par ces fouilles. Le code de bonne conduite prévoit une série de je ne vais pas dire de formules, mais prévoit comment il faut calculer ce genre de chiffres. Important à noter, je pense, c'est qu'il est également prévu dans cette notice tout ce qui concerne la post-fouille, c'est-à-dire non seulement l'étude, mais aussi l'archivage des fouilles, c'est-à-dire l'archivage du matériel et l'archivage des données archéologiques, c'est-à-dire des plans, des photos, des cartes, et que sais-je encore. Tous ces éléments-là doivent être mentionnés dans cette notice archéologique. L'éventuelle fouille préventive ne peut être réalisée que par des archéologues agréés dans les deux après achèvement dans les 2 mois, pardon, j'ai oublié de noter la période, dans les 2 mois après achèvement des fouilles, c'est un rapport archéologique provisoire, et dans les 2 ans après l'achèvement de la fouille elle-même. Et voilà la question que vous posiez, qui est-ce qui va payer? C'est effectivement le promoteur, c'est le maître d'œuvre qui va payer, mais on a créé un fonds de solidarité qui est financé par les entrepreneurs et par les maîtres d'œuvre, par les promoteurs, ou qui sera financé par ces gens-là. Ça permettra à ceux qui payent la prime dans ce fonds de solidarité de faire appel au fonds de solidarité, du moins pour les maîtres d'œuvre occasionnels, pour les promoteurs occasionnels, ASBL, personnes individuelles, petites entreprises, parce que si vous voulez construire une maison en milieu urbain et vous n'avez pas de chance et il faut commencer à faire des fouilles avant que vous ne puissiez construire votre maison, ça risque de coûter très très cher, bien évidemment. Et donc il y a ce fonds de solidarité qui prévoit la possibilité de faire appel à un financement. Ce financement, comme je le dis, il est payé par les promoteurs, de telle sorte que ça solidarise un peu le risque. Et il y a un fonds de base de 50 000 € qui sera versé par l'État. C'est mis en place, mais ça ne fonctionne pas encore. Donc on ne sait pas encore très bien si ça aura un grand succès, si beaucoup d'entreprises vont participer à ce fonds de solidarité ou non. Alors très rapidement, l'inventaire et la prospection. Au niveau de l'inventaire, c'est surtout ces genres de données-là que nous utilisons, la photographie aérienne, le LIDAR, les modèles numériques de terrain. Récemment, nous utilisons les photos aériennes de 14-18. Moi, j'aime bien vendre ma marchandise, et notamment les photos de 14-18, c'est un thème sur lequel nous travaillons beaucoup. Et vous retrouvez tout ça dans le Centraal Archeologisch Inventaris, qui est là-bas en haut, qui est une banque de données qui est consultable sous conditions, mais où tous les sites archéologiques de la littérature et que nous avons trouvés au moyen de ces différentes techniques sont en principe répertoriés. Voilà quelques exemples de photos aériennes et de sites archéologiques qui sont apparus lors de ces prospections aériennes. Il y a également bien évidemment des photos de 14-18 et des sites archéologiques, et ça nous permet quand même, il faut le dire, de couvrir tout le territoire de la Flandre occidentale, comment je dirais, 10 ans après le premier vol. 10 ans après le premier vol mécanique, 1903, le premier vol, un peu plus de 10 ans après, nous avons une couverture complète de la Flandre occidentale. C'est assez exceptionnel. C'est dû à pas de chance, c'est dû au fait que le fonds s'est installé dans ce secteur-là, bien évidemment, mais ça nous permet quand même d'avoir une perspective que d'autres régions n'ont bien évidemment pas. Vous avez ici les cartes de densité, à gauche des photos aériennes, à droite des structures qui ont été lues sur les photos aériennes. Alors les fouilles, la quantité des fouilles depuis le décret, depuis 1991-93 grosso modo, ces fouilles sont en augmentation forte. Depuis 2004, surtout gérées par des entreprises privées, de plus en plus gérées par des sociétés privées, par des entreprises privées. Les surfaces de fouilles ont augmenté énormément. Il y a des graphiques qui montrent assez clairement que ces surfaces ont augmenté énormément au cours des dernières années. Par contre, le temps imparti à la fouille et au post-fouille a diminué. Il y a une sorte de courbe inverse par la surface d'un côté et le temps imparti à la post-fouille et à la publication diminue énormément. C'est assez
dangereux, je pense, c'est assez dramatique parce que, bien évidemment, on peut s'attendre, et c'est le cas dans la réalité, la qualité du rapportage diminue. Et donc, la valeur scientifique, la valeur pour la recherche scientifique est en baisse de ce point de vue-là. Ça ne veut pas dire que les archéologues sont de moins de qualité, ça veut simplement dire que le système ne permet plus de travailler au même niveau. Par contre, il y a une forte augmentation des données de base, c'est-à-dire le nombre de sites, le nombre de structures, le nombre d'habitats, le nombre de puits gallo-romains a augmenté de façon exponentielle. Je pense que les dernières 10 années, on doit avoir plus de 150 puits gallo-romains qui ont été découverts. Mais par contre, quand on regarde un peu plus dans le détail, on s'aperçoit qu'il n'y a seulement que 4 ou 5 de ces puits qui ont été étudiés sérieusement. C'est-à-dire que dans le meilleur des cas, on fait un petit sondage comme ça dans le puits, on se dit bah, ça suffit, hop, et on ne fait pas plus que ça, et on n'a finalement pas de renseignements sérieux sur ce puits. La même chose vaut pour les bâtiments, pour les structures, de quel type que ce soit. Voilà une carte qui a été faite entre 2004 et 2008 pour les permis archéologiques. Donc on voit, ça date de 2008, mais en fait le mouvement s'est amplifié depuis. On voit une répartition assez égale sur les 4 ou 5 provinces flamandes. On voit une intensification de la recherche archéologique par rapport aux années antérieures. Je pense que vous avez reçu l'article du bouquin de Van der Linden, et donc ce sont des illustrations qui viennent de cet article-là. On voit très bien, par exemple, l'augmentation du nombre d'interventions archéologiques, ce qui est bien, d'avoir plus d'interventions archéologiques, mais il faut bien se rendre compte que ce nombre d'interventions archéologiques n'a pas eu pour effet une augmentation égale de la qualité et égale de l'information archéologique. Voilà quelques cartes qui vous montrent les différents types de fouilles, des fouilles qui ont été faites à caractère scientifique par des contractants ou des projets linéaires. Vous voyez au fur et à mesure des années l'évolution de ce genre de travail. Et ce qui est bien évidemment le plus clair, c'est que ce sont les fouilles qui sont en fait générées par l'État et gérées par les entreprises privées qui prennent la mesure dans nos provinces. Ce petit graphique vous montre ça, en fait, aussi le nombre de permis qui ont été donnés en province de Flandre et en Flandre occidentale. Au fur et à mesure que les années progressent, vous voyez que ça augmente de façon assez exponentielle. Au niveau des fouilles, au niveau des évaluations des sites archéologiques, le développement à partir des années 90, grosso modo à partir des années 90, c'est la prospection mécanique, système français, ici le système lorrain, parfois adapté un peu différemment, mais dans l'ensemble c'est quand même ce système-là qui a pris la mesure de la recherche archéologique. Ceci est une fouille à Sint-Gilles-Waas. Ça date des années 90, à l'époque où il n'y avait pas encore d'obligation de faire des fouilles. Donc là, il fallait encore demander la permission de faire ces fouilles aux différents propriétaires des terrains, aux différents futurs propriétaires des terrains. Et ça s'est fait sans financement. Ce graphique-là vous montre les différents types de fouilles et surtout là en haut, les fouilles avec rapport et sans rapport archéologique. Alors, les rapports archéologiques, ça augmente. On voit de plus en plus de rapports archéologiques qui ont été réalisés, mais fort malheureusement, ça n'est pas en rapport direct avec la qualité des notices archéologiques. Et parfois, il y a des monuments spécifiques qui apparaissent et qui quand même reçoivent plus de potentiel. Les photos aériennes ont quand même permis la découverte de tombelles de l'âge du bronze, mais avec le temps, maintenant, de plus en plus de tombelles sont découvertes sans la prospection archéologique, puisqu'il y a beaucoup plus de surface qui est décapée, et en décapant de la surface, on découvre bien évidemment aussi pas mal de structures archéologiques. La même chose vaut pour les habitats, pour les maisons. Vous avez là le tableau qui vous montre les maisons d'âge du bronze, d'âge du fer, de l'époque romaine et du Moyen-Âge. On voit très bien une très très forte augmentation. Donc en nombre de sites, en nombre de structures, tout augmente. En qualité de l'information archéologique, il faut bien reconnaître qu'il y a là encore un grand problème.
À titre de conclusion, la nouvelle législation pourrait avoir un effet positif sur le nombre de travaux archéologiques suite à des travaux d'aménagement du territoire. La nouvelle législation simplifie, je pense, le processus de permis de bâtir. Le maître d'œuvre sait à quoi il s'engage. Et je crois que ça, c'est une très très bonne solution. La nouvelle législation pourrait avoir un effet positif sur l'emploi. On s'attend à ce qu'il y ait plus d'archéologues engagés dans les entreprises. On s'attend à ce qu'il y ait une masse d'argent plus importante consacrée à l'archéologie, notamment à cause de ces notices archéologiques qui vont devoir être faites par tous ces maîtres d'œuvre, et plus d'archéologues pourraient avoir un effet positif sur la qualité du travail archéologique et sur l'emploi. Mais j'ai mis plusieurs fois « pourrait » parce que, pour être très honnête, je suis assez pessimiste en ce qui concerne ces éléments-là. Avez-vous des questions ?